bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde sur les projets par et pour les territoires. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une discussion sur le rôle de cette gouvernance et la façon dont on s'attaque à trois piliers. La communication transparente, comment est-ce qu'on peut parler de nos projets, comment est-ce qu'on peut faire passer un message, partager des feuilles de route, comment on peut créer des processus de concertation, de co-création, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et puis cette question de gouvernance, comment est-ce qu'on agit ensemble, comment est-ce qu'on intègre les différentes parties prenantes et comment est-ce qu'on co-crée ensemble ces solutions qui sont au service des territoires d'aujourd'hui et de demain. Dans le cadre de cette conversation, on aura la chance d'avoir Thierry Charlemagne qui représente le projet de la LGV et qui a travaillé depuis des années sur notamment ces projets de concertation. Nous aurons aussi Valérie Lissec qui est en charge de Bordeaux-Euratlantique qui nous parlera du processus, et puis Bruno Hernandez du projet Oriseo, un projet qui est en plein développement. Je vais laisser la parole à Thierry pour commencer, pour se présenter, présenter un petit peu son travail, mais aussi son lien avec le territoire et son poste actuel. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content de pouvoir participer à cette table ronde. Donc, vous l'avez dit, je suis Thierry Charlemagne, j'ai en charge les sujets environnement et développement durable chez l'ISEA. Alors, l'ISEA, c'est la société concessionnaire de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. C'est 300 km de ligne nouvelle. Société concessionnaire, ça veut dire que c'est SNCF Réseau qui nous a confié une concession pour concevoir, construire et exploiter cette ligne pendant une durée de 50 ans. Il y avait 6 ans pour la partie construction, conception-construction, donc entre 2011 et 2017. La ligne a été mise en service en 2017, et de 2017 à 2061, on a la responsabilité de l'exploitation et de la maintenance de cette ligne pour que les trains puissent circuler en toute sécurité et avec les critères de performance d'une ligne à grande vitesse. Pour construire cette ligne, il y a eu beaucoup d'études environnementales. Ça a été un enjeu qui, bien évidemment, a été anticipé dès le départ. Et pour mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures environnementales, le fait de pouvoir être en coordination avec l'ensemble des acteurs, le fait de pouvoir créer cette concertation, ça a vraiment été une condition pas suffisante, mais vraiment nécessaire pour pouvoir aboutir sur ce projet. Et c'est ce que j'aurai le plaisir de pouvoir présenter tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Valérie Lissec, je dirige l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique depuis environ 18 mois. C'est l'établissement public de l'État qui a en charge l'opération d'intérêt national de Bordeaux-Euratlantique. C'est pas sans lien avec ce que présente mon voisin, puisque cette OIN, elle a été créée en 2010 pour pouvoir accompagner l'arrivée de la LGV à Bordeaux et donc accompagner justement les transformations du territoire que la LGV permettait ou risquait d'opérer sur le territoire si elle n'était pas régulée. Donc c'est un établissement public d'aménagement dont le rôle c'est justement d'orchestrer et de spatialiser finalement les projets immobiliers, mais aussi les équipements publics et les espaces publics qui vont avec. Et on est aujourd'hui à la moitié de la vie de l'établissement, avec l'objectif d'accueillir à terme, donc au bout de 20 ans, 50 000 habitants sur le territoire et 30 000 emplois. Donc c'est conséquent à l'échelle de Bordeaux, Bègles et Floirac, puisque c'est le périmètre d'intervention de l'EPA. Et essentiellement sur un territoire de friche ferroviaire pour la proximité justement du faisceau ferroviaire, mais aussi industriel. C'est un territoire au sud de Bordeaux qui est, malgré son positionnement au cœur de la métropole, était aussi un territoire de friche. Et c'est ce projet-là que l'EPA porte et mène pour les 10 ans qui viennent. Donc forcément, petit retour en arrière sur le bilan de ces premières années, et la nécessité de faire évoluer le projet tout au long de sa durée de vie, avec évidemment une gouvernance particulière dont je vous parlerai, et puis la nécessité de concerter avec les parties prenantes du territoire. Merci Valérie. Et je vais laisser la parole à Bruno pour présenter un petit peu le projet Oriseo aussi. Merci Nils. Bonjour à toutes et à tous. Ravi également de faire partie de cette table ronde aujourd'hui au WIS.
Je suis moi-même directeur de projet dans le groupe Engie, mais je ne vais pas vous parler d'Engie aujourd'hui. Je vais vous parler du projet Oriseo, qui est un projet que Engie développe avec deux partenaires, que sont la société Neoen, qui est un autre développeur d'énergie renouvelable, et notamment dans la région, et la Banque des Territoires. Donc Oriseo, c'est un projet d'énergie renouvelable, un grand projet d'énergie renouvelable, j'y reviendrai, qui est situé à Socat, donc c'est à une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux, et qui associe, je dirais, une composante principale qui est un parc photovoltaïque d'une puissance visée de 1 gigawatt. Donc pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une consommation, la consommation annuelle de 740 000 personnes. Et c'est un parc photovoltaïque qui aurait un certain nombre d'autres technologies qui graviteraient autour, si je puis dire. Une batterie de stockage d'électricité, un électrolyseur pour produire de l'hydrogène vert, en l'occurrence, et directement raccordé au parc photovoltaïque, et également une activité d'agri-énergie. Donc très vite, et je pense que c'est important pour la suite du débat, je voudrais juste souligner les deux points qui font un peu la spécificité de ce projet par rapport à tous les projets finalement, à tout autre projet d'électricité photovoltaïque qui existe en France et notamment ici en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, c'est sa taille. 1 gigawatt, ça veut dire implanter des panneaux solaires sur à peu près 1000 hectares. Donc on a une parcelle qui fait 2000 hectares, on en occuperait la moitié avec des panneaux. Ça veut dire une surface 4 fois supérieure aujourd'hui au parc le plus grand qui existe en France et qui est d'ailleurs tout près de Socat, puisqu'il se trouve à Cestas. Et il est d'ailleurs exploité par la société Neoen. La taille, elle est quand même cohérente avec les enjeux aujourd'hui, que ce soit nationaux ou régionaux. Aujourd'hui, si on en développe un parc qui fait 1 gigawatt, on représentera à peu près 15% de la production photovoltaïque que s'est donné comme objectif la région Nouvelle-Aquitaine en 2030. Donc on voit que en même temps c'est un très grand parc et en même temps il en faudra beaucoup d'autres. Alors peut-être pas des aussi grands, ça c'est quasiment sûr, parce que ce parc est assez unique pour diverses raisons, mais en tout cas beaucoup plus de production que celui-là. Et enfin, le dernier point qui est une caractéristique du projet aussi, c'est qu'il s'inscrit sur une zone qui est aujourd'hui sylvicole, donc c'est une zone de forêt. Alors quand on parle de forêt, il s'agit d'une exploitation, il s'agit d'une exploitation sylvicole avec des pins maritimes qui sont coupés régulièrement. C'est pas du tout une forêt de loisirs, voilà, c'est entièrement clôturé, etc. Mais malgré tout, c'est un projet qui nous amènerait à devoir défricher 1000 hectares. Et donc voilà, tous les enjeux associés à cela, notamment de compensation. Un grand merci Bruno. Donc, suite à ces introductions, vous avez pu comprendre qu'il y a vraiment ce lien avec le territoire, ce lien avec ces projets, cette question de concertation qui est essentielle et qui va être le point de départ de notre conversation aujourd'hui. Et je pense que Thierry, la question va s'adresser à vous. La réelle question, la ligne LGV, c'est plus de 300 km, c'est 50 ans de concession. On sait que vous avez 100 mètres de défrichement de façon linéaire sur toute la zone. Comment est-ce que vous avez œuvré afin de travailler avec les acteurs locaux, avec les scientifiques? Comment est-ce que vous avez fait en sorte de travailler en faveur d'un futur durable, à la fois pour l'environnement et pour la société? Alors effectivement, on a impacté beaucoup d'hectares, on a impacté 4000 hectares sur un fuseau donc d'une centaine de mètres depuis Tours jusqu'à Bordeaux. Donc ce fuseau de 300 km de long, ça représente 4000 hectares qui ont été qui ont été travaillés pendant cette phase travaux, pendant ces 6 premières années. En phase d'exploitation, on n'utilise qu'une toute petite partie de ces hectares. On en utilise la moitié. Donc il reste 2000 hectares qui sont liés à la ligne. Et les 2000 autres hectares qui restent, on arrive à les restituer aux collectivités, aux agriculteurs, aux riverains qui sont intéressés. Donc ça, c'est ce qui nous permet quand même de nous insérer le plus possible dans les territoires une fois que la période de travaux est faite. Maintenant, en termes environnementaux, on a appliquer la fameuse séquence éviter, réduire, compenser. Et après la mise en place de ces mesures, que je ne vais pas détailler, c'est pas l'endroit ici, mais on savait qu'il nous restait 3500 hectares de mesures compensatoires environnementales à mettre en œuvre sur le territoire.
Donc vous voyez que ça pose un vrai problème d'acceptation locale, parce qu'on est déjà intervenu sur le territoire avec notre fuseau, et en plus, au-delà de ça, il faut trouver ces 3500 hectares qui sont de part et d'autre de la ligne et qui vont être des sites qui seront gérés sur la durée pour pouvoir donner des milieux favorables aux espèces qui ont été impactées pendant la phase travaux. Cette acceptation locale, on ne pouvait l'avoir qu'en associant tous les acteurs des territoires. Et ça a vraiment été une décision qui a été prise dès le début du projet, c'est une décision qui a été anticipée. On ne pouvait pas trouver ces sites favorables à l'environnement, favorables aux espèces protégées, si on ne travaillait pas avec l'ensemble des acteurs. C'était indispensable. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé aux associations de protection de la nature de venir autour de la table. Alors les associations, pour leur expertise en matière d'écologie et aussi pour leur connaissance extrêmement fine des territoires sur lesquels on intervenait. On a également fait venir les chambres d'agriculture, parce que les chambres d'agriculture, ils connaissent les agriculteurs chez qui ces parcelles allaient être transformées pour avoir une gestion écologique. Pour compléter cette concertation, cette coordination entre tous les acteurs, on a travaillé également avec les CRPF. Donc les CRPF, c'est les centres régionaux de la propriété forestière, pour les milieux qui sont en forêt. On a travaillé également avec les fédérations de pêche pour tout ce qui est zones humides, rivières, cours d'eau, fonds de vallée. Et puis les conservatoires d'espaces naturels, parce qu'eux ont l'expertise écologique et ils ont également l'expertise qui nous intéressait beaucoup du savoir de gestion écologique sur le long terme des sites. C'est leur métier et donc ils pouvaient également apporter ce savoir. Et puis on a également travaillé avec les scientifiques, les universitaires, pour qu'ils puissent nous apporter les protocoles qui rendent la démarche robuste, qui puissent que la démarche soit de long terme. Concrètement, Thierry, donc là on a la liste de tous les acteurs que vous avez rassemblés, avec qui vous avez échangé. Comment ça s'est passé? Quel a été le processus? Quelles ont été les difficultés, les challenges auxquels vous avez fait face et quelles ont été les solutions? J'imagine aussi que c'est une démarche de long terme. Vous avez encore plusieurs années pour manager et conserver cette concession. Comment est-ce que vous avez avancé ensemble? Comment est-ce que vous avez créé ce processus-là? Donc la démarche est effectivement de long terme, parce que les engagements en matière de mesures environnementales, c'est 50 ans, c'est la durée de la concession. Et moi je trouve ça bien de pouvoir s'engager sur le long terme, de pouvoir mettre en place des sites environnementaux qui soient pérennes sur le long terme. C'est ce qui rend vraiment la proposition de compensation, qui la rend légitime. Alors vous me posez la question, comment concrètement on a fait? On les a mis autour de la même table, et donc on pouvait se trouver 50 autour d'une même table, avec des réunions qui étaient mensuelles, plus souvent si c'était nécessaire, à la fin un petit peu moins souvent. Et au début, pour être très honnête, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que les gens se regardaient un peu en chien de faïence. La relation de travail n'existait pas, la confiance n'existait pas réellement. Et sans vouloir caricaturer, quand l'objectif était de fabriquer des cahiers des charges écologiques qui permettent de donner des plans de gestion favorables aux espèces protégées. Et quand on est sur des parcelles agricoles en grande plaine de culture, donc pour l'avifaune de plaine, pour des perdrix, l'espèce la plus emblématique, c'est l'outarde canepetière. Mais l'outarde, elle est très importante parce que c'est la plus sensible, c'est la plus fragile. Et quand le milieu est favorable à l'outarde, il y a tout un cortège d'espèces qui est également présent sur la parcelle. Et donc quand les associations demandaient des mesures de gestion spécifiques à des agriculteurs, les agriculteurs disaient « Non mais vous me demandez de mettre la parcelle sous cloche et on n'y touche plus, et nous ce qu'on veut c'est quand même que la parcelle elle soit un petit peu productive ». Et les agriculteurs, quand ils proposaient quelque chose aux associations pour modifier un peu leurs pratiques, les associations répondaient « Mais attendez, ce que vous présentez là c'est complètement symbolique, mais sur le fond ça va rien changer ». Et donc on a eu ce discours, encore une fois je caricature un peu, mais sur le fond c'était un peu ça. Et ça a duré quand même 1 an pour que la relation de confiance puisse se faire et que chacun comprenne que chacun avait ses propres contraintes et que finalement quand il posait des obstructions à ce qu'on pouvait proposer, c'était quand même pour une raison qui était valable. Et ça, c'était la première année. La deuxième année, on a pu travailler sur le fond, aboutir à des cahiers des charges écologiques. Je peux en décrire si j'en ai le temps tout à l'heure. Et on a pu aboutir à des plans de gestion qui soient acceptés par l'ensemble des partenaires, qui aient une vraie validité écologique et qu'on a pu présenter au service de l'État, donc la DREAL et les DDT, qui ont pu les valider et leur donner la légitimité technique sur le long terme. Merci Thierry.
Valérie, Bruno, est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça, des retours d'expérience? Thierry a mentionné notamment la relation de confiance, je pense que c'est essentiel. Comment est-ce que vous avez réussi à la construire? Comment est-ce que vous la construisez aujourd'hui? Et comment est-ce que vous planifiez de la construire demain? D'abord, le point commun de nos 3 projets, c'est que ce sont des gros projets. Et l'autre point commun, c'est le long terme. Donc on travaille effectivement sur des infrastructures de transport, d'énergie ou la fabrique de la ville. Forcément, on a la responsabilité à l'instant T de décider de l'avenir d'un territoire sur le long terme et du coup d'en mesurer les impacts et du coup d'assumer cette responsabilité avec les parties prenantes et dans le cadre d'une gouvernance qui du coup convient à l'échelle du projet. Donc c'est assez intéressant effectivement de regarder l'ampleur du projet et du coup l'ampleur du tour de table que ça amène à réunir dans la durée. Sachant que pour ce qui relève de la ville, souvent les habitants qu'on concerte en début de projet, on en perd au fur et à mesure de l'avancement. Et du coup, on a besoin de réitérer les engagements, les enjeux, les réexpliquer, réannoncer les contraintes aussi, les compromis qui ont été faits. Donc finalement, répéter l'histoire depuis le début, résumer les épisodes précédents pour avancer à chaque étape. Et du coup, cette relation de confiance, elle est nécessaire et elle s'entretient. Et la plus grande difficulté, en tout cas sur un territoire urbain, c'est justement de la garder dans la durée, quels que soient finalement les impacts extérieurs ou les événements qui vont venir perturber le projet. Forcément, une canicule, ça interroge la façon dont on vit en ville. La crise Covid interroge sur la concentration urbaine. Donc tout ça, ce n'était pas forcément prévu au départ. Et ça doit nous rendre agiles, à l'écoute et en capacité de réagir collectivement et de réajuster en permanence. Oui, merci. Moi, j'ai écouté très attentivement tout ce que disait Thierry, parce que nous, on n'en est pas là encore sur notre projet. On a lancé la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, la concertation continue sur le projet Eurizeo. Alors pourquoi cette concertation continue? En fait, le projet Eurizeo, c'est le premier projet de parc photovoltaïque qui a eu l'honneur, je dirais, d'avoir un débat public. Alors quand vous êtes soumis à... Alors j'ai dit soumis, bon, non, c'était un honneur. Quand vous avez un débat public, cette concertation, c'est pas vous qui l'a menée, en fait. Elle est confiée par la Commission nationale du débat public à une commission qui est mise en place pour cela, avec un président et un certain nombre de membres, et qui mène la concertation à votre place. Évidemment, vous y participez tout le long. Mais je dirais que c'est là où vous commencez votre phase de crédibilité, parce que voilà, vous êtes constamment exposé, vous répétez. C'est pas encore là que commence la phase de confiance qui arrive, je pense, un peu après. En fait, le débat public, il sert à quoi avant toute chose? Et c'est comme ça qu'il est porté et présenté. Et c'est pas nous nous porteurs de projet qui le disons. C'est pour questionner l'opportunité du projet. Faut-il faire ce projet? Oui ou non? Si oui, éventuellement comment? Mais c'est déjà la deuxième question, ça. Donc je pense que pendant le débat public, évidemment, il y a des personnes qui pensaient, qui pensent encore et qui penseront sans doute demain qu'il ne faut pas faire ce projet. Et il faut aussi respecter ces opinions tout en essayant de mieux les comprendre et de répondre un maximum à ces préoccupations. Mais on a quand même, pendant toute cette durée de débat, ça a été 4 mois de réunions publiques, d'ateliers, etc., de manière très, très soutenue. Montrer qu'aujourd'hui, pour faire du photovoltaïque, qu'on avait besoin de nouvelles capacités de photovoltaïque, il y a des gens qui pensaient ou qui en tout cas portaient le message que la sobriété énergétique suffirait, qu'on allait tous réduire nos consommations et que donc il n'y avait pas besoin de continuer à produire ou de produire plus d'électricité. Bon, c'est pas exactement le cas, notamment parce qu'il va y avoir un remplacement des usages d'énergie fossile vers l'électricité. C'est vrai avec les voitures, par exemple, c'est l'exemple le plus marquant. Et donc cette partie, elle a vraiment consisté à ça, cette partie de concertation, à montrer que oui, on avait besoin de plus d'électricité renouvelable, et que le photovoltaïque sur les toitures et les terrains artificialisés ne suffisait pas à atteindre finalement les objectifs de la France ou de la région. Donc j'ai écouté attentivement la suite, parce que maintenant, voilà, on a engagé cette période où il va être important de travailler avec tous
engagé la semaine dernière. Et demain soir, nous lançons, et j'en dirai 2 mots peut-être plus tard, notre comité de suivi du projet. Voilà. Un grand merci Bruno. Et en effet, ce qui est intéressant de voir, et on va passer un petit peu à la catégorie suivante qui est la gouvernance, mais cette co-création, en fait, c'est un partage d'idées, c'est un partage de visions. Et par rapport à ça, de créer une gouvernance qui reflète aussi la diversité des individus, des parties prenantes, est essentiel. Valérie, est-ce que vous pourriez nous partager quelques idées, quelques actions que vous avez mis en place avec Bordeaux-Atlantique, notamment sur cette question de gouvernance. Comment gouverner de façon durable, comment gouverner sur ce long terme et comment gouverner pour créer cette confiance justement? Alors, la particularité de l'établissement public d'aménagement, c'est d'abord que c'est un opérateur de l'État associé aux collectivités locales qui lui confie une partie du territoire sur lequel on va intervenir. Et donc forcément, quand on nous confie quelque chose, d'abord on y fait attention et on travaille étroitement avec chacun d'eux. Donc je parlais des villes de Bègles, Bordeaux et Florac. Donc on a les 3 élus, les 3 maires qui ont leur vision politique du territoire. Ils sont élus pour ça, notamment, ou en tout cas ça fait partie de leur légitimité démocratique sur la ville. Bordeaux Métropole qui est effectivement l'échelon intercommunal où les compétences d'aménagement, de mobilité sont évidemment importantes. Et puis l'État qui, parce que c'est une opération d'intérêt national, avec d'énormes enjeux, alors on n'est pas à 1000 hectares mais pas loin, 738, voilà, et c'est effectivement un territoire très, très grand et un phasage sur 20 ans, donc forcément cette association des parties prenantes, elle est d'abord liée à la gouvernance de l'établissement public. C'est son conseil d'administration qui décide et toutes les décisions de l'EPA depuis toujours ont été prises à l'unanimité. Ça montre le consensus entre les collectivités et l'État, une tension aussi sur les orientations stratégiques et les objectifs avec des compromis à faire entre les ambitions qu'on porte pour le projet et la difficulté de le réaliser. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on communique à ce deuxième cercle qui sont les parties prenantes. Et ceux pour qui on fait la ville, tous ensemble, c'est quand même les habitants présents et futurs, les salariés qu'on accueille sur le territoire, ceux qui vont y venir, se déplacer. Et dans un objectif qui était fixé dès le départ à l'établissement, c'est de lutter contre l'étalement urbain. Donc pourquoi on fait tout ça? C'est pour proposer une alternative crédible à des ménages qui s'installent sur Bordeaux Métropole notamment et en Gironde de manière plus générale, et pour éviter qu'elles le fassent de plus en plus loin avec des enjeux de mobilité contraintes et aussi qu'elles aient accès à la métropole en termes de capacité de financement d'un logement agréable et accès aux services que la ville peut permettre et procurer. C'est tous ces objectifs-là qui sont condensés finalement dans la mission qui est la nôtre de créer des mètres carrés à la fois construits et des espaces publics de qualité. Et donc quand on fait ça, effectivement, on se soumet au fur et à mesure des réalisations, et c'est pour ça que 10 ans après le début et 10 ans avant la fin, on a aujourd'hui le bénéfice des premières réalisations qui sortent et qui transforment radicalement le paysage bordelais, qui est un paysage d'échoppes assez basse, une ville de pierre très minérale. Et aujourd'hui, les enjeux, on doit les anticiper pour ceux qui sont en train d'advenir, et donc lutter contre les îlots de chaleur, désimperméabiliser, dépolluer des terrains de friche qu'on doit remettre finalement à la disposition du public. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et c'est à la fois un enjeu de débat démocratique, mais c'est aussi une somme de contraintes réglementaires à laquelle nous, opérateurs spécialisés, on doit faire face. Et donc on va mêler les discussions à la fois réglementaires, et donc une ZAC, une zone d'aménagement concerté, ça répond à des obligations en termes de concertation, et c'est la bonne vieille enquête publique qui déplace pas les foules, objectivement. Et c'est pour ça qu'on la double de plus en plus, en tout cas c'est ma demande aux équipes depuis mon arrivée, d'une somme de concertation volontaire sur lesquelles on va associer de plus en plus le public à de la co-construction à chaque fois qu'on peut aller chercher leurs expériences, leurs besoins et faire appel à leur expertise d'usage. Et donc on essaie de ne pas mettre de confusion entre le niveau de participation attendu. Quand on a besoin de leur expliquer, d'expliquer au public finalement concerné, aux riverains, ce qui va se passer en face de chez eux, c'est une réunion d'information. Quand on travaille sur les usages d'un parc qu'on est en train de créer, dont on assure la maîtrise d'ouvrage, là on va leur demander de produire avec nous et donc de travailler concrètement à ces usages qu'ils ont envie de voir advenir,
à la manière dont on souhaite construire, à la manière effectivement dont on va leur proposer des solutions en réponse à leur expression de besoin. Cette expression de besoin, elle est de plus en plus exigeante. Elle est aussi le reflet, sans doute, d'un défaut de dialogue que l'EPA a pu avoir, fort de cette gouvernance institutionnelle qui était justement déjà très large, très étoffée, très consensuelle, et qui a peut-être laissé de côté finalement les personnes les plus concernées, qui sont les habitants au contact de ces changements, à qui on n'a pas forcément bien expliqué ce que ça impliquait comme transformation assez radicale. Intéressant, et j'en profite justement pour faire le lien avec le projet de l'ISEA, notamment Thierry. L'information aux habitants et les impacts sur les habitants, vous avez parlé des mesures compensatoires qui avaient plus un lien avec le milieu environnemental. Au niveau social, quels sont un petit peu, avec votre expérience et avec un petit peu de recul maintenant sur ces plusieurs années de concession, quel est un petit peu le retour que vous avez par rapport à ça et cette forme de gouvernance, et comment est-ce que vous arrivez à la faire perdurer dans le temps ? Alors effectivement, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous avez indiqué et que je partage complètement. C'est l'information, les aspects sociaux vers l'extérieur. Aujourd'hui, ça ne déplace pas les foules. Et pourtant, on a des tas de choses à indiquer, des tas de choses à montrer, des tas de choses également à comprendre chez les gens qui pourraient participer à ces processus d'information. Mais on rencontre encore ces difficultés pour avoir ces lieux d'échange et que ce soit fructueux. Et c'est en ce sens que la concertation, elle est quand même essentielle, où autant qu'on n'arrive pas à déplacer les foules, on a au moins ce moyen-là qui fonctionne. Et puis le deuxième élément qui m'a beaucoup intéressé et qu'on essaye de reproduire également, ce sont les décisions qui sont prises à l'unanimité. On pourrait penser que c'est un frein, on pourrait penser que c'est une difficulté, parce que dès qu'il faut l'unanimité, il faut réfléchir, il faut attendre, c'est un peu plus long. Et en même temps, pour nous, c'est essentiel. C'est vraiment, ça implique une démarche sur le long terme, en fait. Nous, opérateurs privés, pour mettre en place nos mesures environnementales, on pourrait se comporter avec des prestataires de services en disant vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et en fait, on prend tout seul les décisions et elles prennent place sur le terrain. Mais c'est comme ça qu'on provoque en fait des gens qui réagissent négativement, des recours, des oppositions sur le terrain, et parce qu'on n'a pas concerté tout simplement. Donc tout à l'heure, je suis rentré un peu dans la phase opérationnelle de la rédaction des cahiers des charges écologiques. C'était la première étape, mais ce système de concertation avec l'ensemble des acteurs, avec 50 personnes autour de la table qui eux-mêmes représentaient leur propre réseau, on l'a continué, on l'a fait perdurer pour rechercher les sites, parce qu'une fois qu'on a les cahiers des charges écologiques, il faut les sites potentiels où on peut les mettre en place. On a continué pour faire les diagnostics écologiques qui permettent de confirmer que le site est effectivement à son potentiel. Ensuite, il faut négocier avec les propriétaires ou les exploitants, que ce soit des parcelles agricoles ou des parcelles forestières ou des parcelles au fond de vallée, pour qu'ils acceptent ces cahiers des charges écologiques avec les contraintes que ça apporte, même si nous, opérateurs, on apporte une indemnité sur le différentiel de rentabilité. C'est ce qui fait que ça peut fonctionner. Mais un exploitant qui est sensible à ces questions environnementales, il ne va pas s'engager en 3 jours sur le très très long terme. Donc ça va vite quand ça prend 3 à 6 mois. Mais d'autres, il faut 18 mois, 2 ans pour les convaincre. Et c'est cette concertation et cette mise en œuvre par l'ensemble des acteurs, donc des décisions qui sont prises à l'unanimité et qui ensuite font l'objet de politiques unanimes qui permettent d'avancer et de s'engager sur le long terme. Et ce qui est intéressant là-dessus, du coup, le débat public qui ne déplace pas les foules, et Bruno, vous l'avez vécu là-dessus. Il a un petit peu déplacé les foules quand même, pour nous. Mais un peu. Mais ça va. La réelle question derrière tout ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on communique sur les feuilles de route, comment est-ce qu'on communique sur l'impact qu'on veut avoir, comment est-ce qu'on devient d'une certaine façon légitime à faire ces projets, comment est-ce qu'on emporte la société dans son ensemble derrière tout ça. Quelle est un petit peu votre expérience du débat public, de la communication transparente notamment, Bruno ? Oui, je voulais juste rebondir 2 secondes sur la gouvernance, et puis je viens ensuite à la communication. Pour le coup, le projet Orizio, il est très différent, de ce que je vous écoutais également sur ces sujets-là, il est très différent parce que c'est à la base une initiative privée de 2 groupes. Il n'y a pas de cahier de charges de l'État, il n'y a pas de demande, ça ne vient pas de... On ne répond pas quelque part à une demande, on répond quand même
à une demande globale qui est de dire on a des objectifs d'une programmation pluriannuelle de l'énergie d'arriver à tant de gigawatts sur du photovoltaïque ici, mais c'est vrai sur les énergies renouvelables de manière globale. Et on fait cette proposition et on porte ce projet. Bon. Donc je dirais la nécessité de convaincre, elle est peut-être encore plus forte, puisqu'il faut convaincre, je dirais, jusqu'à l'État. Et la gouvernance, c'était un vrai sujet pour nous, hein, et le projet, on l'a démarré Engie avec Neoen. On croyait très fort au fait d'avoir des acteurs du territoire qui soient présents dans le projet. Ça a été d'ailleurs ce qui nous a mené à voilà, avoir un nouveau partenaire sur le projet qui est la Banque de Territoire, qui est entrée l'année dernière. Puis on a beaucoup entendu pendant le débat public, il faut que les collectivités, les citoyens soient, voilà, montent au capital du projet, que les retombées du projet soient dans le territoire, etc. Bon. On l'a pris, enfin voilà, on n'est pas opposé à ça du tout. Par contre, quand vous allez voir les collectivités, alors je ne sais pas si elles sont représentées ici, mais quand vous allez voir les collectivités, là, l'intérêt, c'est plus le même. Et aujourd'hui, on n'a pas une collectivité locale, hein, qu'elle soit au niveau région ou au niveau, à des niveaux plus réduits, qui nous ait vraiment manifesté un intérêt pour entrer dans la gouvernance du projet. Par contre, la gouvernance qu'on a mis en place, et là je vais rejoindre le sujet de la communication, c'est dans le cadre de cette concertation continue qu'on lance donc en ce moment, la mise en place de ce comité de suivi du projet. Alors qu'est-ce que c'est ce comité de suivi? C'est un comité auquel on a convié l'ensemble des parties prenantes finalement qu'on a identifiées pendant le débat public. Quand je parle de parties prenantes, c'est tout type. Ce sont les riverains, ça peut être des collectivités, ça va être des associations environnementales ou autres, ça va être les professions concernées, sylvicoles, etc. Ça va être un certain nombre d'experts. Et finalement, ce sont toutes ces parties prenantes qui, pendant le débat public, ont montré qu'elles avaient un intérêt pour le projet, des choses à dire, et qu'elles pouvaient finalement nous aider, alors parfois par leur opposition, parfois par, au contraire, un soutien, en tout cas avec des idées, à le construire et à le co-construire davantage, comme vous disiez. Donc ça, c'est important pour nous. Alors on va démarrer demain. Alors on a quand même pas mal de réponses positives. C'est pas 100% de réponses positives, mais en tout cas on a pas mal de gens qui vont participer à ce comité de suivi. Et c'est vraiment là, comme vous disiez aussi, au-delà de réunions publiques des fois qui sont davantage des tribunes où ne sont pas vraiment des réunions de travail, où on va pouvoir avancer sur les thématiques particulières du projet. Et il y en a quand même beaucoup. Pour nous, ça reste un questionnement central sur le projet. C'est comment on arrive à objectiver des thématiques. Je vous ai cité les grands enjeux du projet au départ, qui peuvent facilement faire l'objet d'idées reçues ou de fantasmes ou d'inquiétudes. Et pour ça, on s'appuie. C'est vrai qu'il y a des côtés inédits au projet, l'ampleur, comme j'ai dit, un certain nombre de technologies ou de synergies qu'on cherche aussi entre les technologies. On s'appuie quand même sur des choses qui sont connues. Enfin, le photovoltaïque aujourd'hui, c'est une technologie mature et maîtrisée. On n'est pas en train d'inventer quelque chose là-dessus. Le fait d'ouvrir finalement 1000 hectares de forêts sylvicoles, c'est aussi quelque chose qui a déjà été pratiqué, hein, que ce soit aussi simplement que par des professions agricoles ou viticoles. Ce n'est pas la première fois qu'on va défricher de la forêt. Ce qu'on a constaté, c'est ce très très grand besoin et cette exigence de transparence de la part du public. Et je dirais aujourd'hui que ça va au-delà de la transparence. C'est souvent apportez-nous des preuves, démontrez-nous. Hein, c'est pas, voilà, il ne suffit pas d'être transparent, de mettre à la disposition des études, c'est démontrez-nous qu'il n'y aura pas tel ou tel impact sur le projet. Allez plus loin, finalement, répondez à mes questions, ne me dites pas juste rassurez-vous, tout va bien se passer. Ça évidemment, ça ne marche pas, même si vous le dites gentiment et avec le sourire. Il faut être un peu sérieux, un peu responsable. On a des sujets comme ça qui ont été mis sur la table pendant le débat public. Hein. Il y en a un, par exemple, voilà, on n'en avait jamais vraiment entendu parler dans le cadre des projets qu'on développe, y compris les plus grands. C'est un effet îlot de chaleur. Je vous entendais prononcer le mot îlot de chaleur. Je me disais oui, en ville, je connaissais. Sur les parcs photovoltaïques, on le connaissait pas, on le connaît toujours pas d'ailleurs.
mais à minima, on va l'étudier et l'objectiver. C'est-à-dire que plutôt que de dire circuler, il n'y a rien à voir, tout ça c'est des fantasmes, non. On a lancé une étude avec l'INRAE, avec des mesures au-dessus des parcs, au-dessus de la forêt, pour voir effectivement quel va être l'impact du projet qu'on veut développer, et ensuite, si nécessaire, prendre les mesures adaptées. Alors bon, je n'ai pas de résultats à vous donner aujourd'hui, parce que tout ça prend un peu de temps. Les mesures, en principe, sont faites, et j'espère que bientôt, on pourra, l'INRAE pourra produire les résultats attendus. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Juste peut-être le dernier mot, c'est de dire partager les études, partager nos résultats, c'est bien. Il faut surtout savoir les rendre accessibles. C'est-à-dire que, et là je vais encore plus loin que ce que je disais, démontrer, c'est pas juste avoir un langage d'expert qui à la fin dit CQFD. C'est vraiment se mettre à la portée des personnes qui ont besoin de comprendre. Souvent, ça peut être des riverains. Je trouve que voilà, ce sont vraiment des gens à prendre en considération au premier lieu. Et à eux, il faut leur traduire tout ça et arriver à cette confiance dont vous parliez et que nous espérons également, évidemment, mettre en place dans les semaines et mois qui viennent. Merci Bruno. Valérie, peut-être un dernier petit commentaire sur cette question-là de communication transparente. Le terme sensibilisation n'a pas forcément été utilisé, mais je pense qu'il est important de mentionner ici. Qu'est-ce que vous pensez de la remarque, notamment de Bruno, sur le fait d'avoir des mesures d'impact et des choses qui soient concrètes et qui puissent être prouvées, encore une fois, sur ce long terme ? Ouais. Justement, on est au stade où les promesses ne suffisent pas et les engagements doivent être tenus. C'est une question, c'est la réciproque du pacte de confiance en fait. Il faut pouvoir s'engager vraiment et dans la durée. Et donc la transparence, la lisibilité de ce qu'on dit et la proximité, c'est vraiment les trois enjeux majeurs sur lesquels on travaille beaucoup et qui sont aujourd'hui des impératifs catégoriques pour qu'on puisse continuer le projet. Ça suppose en face effectivement le respect des règles démocratiques et c'est bien qu'on se dise aussi qu'il y a une forme de radicalisation dans le débat public qui nuit finalement à ces trois enjeux qu'on essaie de tenir. C'est très compliqué en fait quand on a des vérités alternatives qui sont répandues justement pour faire la démonstration de ce qu'on dit. Quand effectivement cette parole sincère est mise en doute, finalement c'est tout le pacte démocratique qui peut tomber. Et ça c'est dangereux. Et c'est aussi pour ça que ce schéma de confiance mutuelle et de respect des règles qu'on se donne, c'est quelque chose qu'on doit aux parties prenantes et c'est quelque chose qu'on attend aussi des participants au débat public pour que ça se passe bien et dans de bonnes conditions. Il n'y a rien de pire qu'un débat public qui est confisqué par une opposition parfois radicale, parfois violente. Et ça, c'est des choses évidemment auxquelles on peut être confronté et qui sont dommageables pour la qualité du projet public, encore une fois, qui est porté. Et c'est ce à quoi on doit s'attacher malgré tout. Donc c'est d'autant plus difficile quand on aborde des questions complexes. Et donc on ne s'attend pas quand on monte dans un avion à ce qu'on connaisse finalement les règles de pilotage et de navigation aérienne. Et du coup, finalement, quelque part, la fabrique de la ville, on pourrait transposer en disant on ne s'attend pas à ce que tous les habitants soient des ingénieurs thermiciens capables effectivement de faire tenir une construction bois et de résister finalement à tout le schéma réglementaire d'autorité environnementale, d'études d'impact, etc. Donc, en fait, à un moment donné, on a envie de leur dire faites-nous confiance, voilà les données, et votre expertise, elle doit porter sur l'usage que vous en ferez, sur les besoins que vous exprimez, et la réponse, elle tient effectivement à de l'expertise. On a chacun sa légitimité en fait dans le dossier. Merci Valérie. Je pense qu'on a fait le tour. C'est une conversation qui peut encore continuer. Je vais vous donner juste 45 secondes chacun pour un petit peu le mot de la fin et peut-être partager avec l'audience un petit peu les points sur lesquels vous vouliez insister et les points avec lesquels il faut qu'on reparte de cette discussion pour avancer ensemble, co-créer, avoir une meilleure gouvernance
être beaucoup plus transparent. Thierry, allez-y. Si vous voulez avoir le Merci mot de la beaucoup. fin. Oui, pour conclure, moi, je pense que ce travail de concertation, de co-construction, c'est ce qui permet de pouvoir avancer sur le long terme avec des acteurs qui au départ ont des intérêts quand même assez divergents. Nous, on était dans la situation, on avait des services de l'État extrêmement exigeants, et c'est normal d'ailleurs, mais qui voulaient des résultats immédiats. On avait des associations extrêmement vigilantes sur le terrain et qui ont un peu tendance à en vouloir toujours plus, et c'est normal aussi, et des propriétaires ou des exploitants qui sont soucieux de préserver leurs intérêts. Et cette transparence, cette co-construction nous a permis, sur les 6 années de construction, de mettre en place ce patrimoine de 3500 hectares de mesures compensatoires qui se répartissent sur 330 sites différents, depuis Tours jusqu'à Bordeaux. Aujourd'hui, notre engagement, il va jusqu'à la fin de la concession, jusqu'en 2061. Donc on met en place les outils pour continuer ce travail ensemble, pour que cette réussite de départ soit un engagement de long terme. Et on développe une application de gestion au sujet de laquelle chacun aura la main, de façon à ce que tous les acteurs gèrent ces surfaces de mesures compensatoires avec le même outil. Je Merci. pense que c'est une bonne transition pour la transition écologique, pour des territoires de transition écologique. Merci Thierry. Bruno, un mot de la fin? Moi, je voudrais juste rappeler en conclusion que des projets comme les nôtres, ce sont vraiment des projets de long cours. Entre le jour où vous avez l'idée du projet, où vous commencez à travailler dessus, le jour où, dans notre cas, on va produire les premiers kilowattheures. Je ne vais pas calculer le nombre d'années parce que je pourrais me tromper, ça pourrait être plus, mais c'est très long. Donc je dirais ce respect vis-à-vis des parties prenantes et des citoyens, cette conviction qu'il faut qu'on ait, il faut la tenir sur la durée. C'est pas le plus facile, hein, parce que je dirais on est confronté à des obstacles réguliers, mais voilà, un besoin d'avoir de bonnes équipes. Alors moi j'ai la chance, j'en ai. J'espère que c'est votre cas aussi. Mais ça ne se construit pas en quelques mois, hein. On a fait 4 mois de débat public, on a commencé vraiment à construire quelque chose, mais il faudra encore beaucoup de temps. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Un grand merci Bruno. Valérie, un mot de la fin? Ouais, simplement pour vous inviter aux 2 prochains rendez-vous de participation du public, c'est jeudi et vendredi. On a 2 réunions publiques dédiées rive gauche à l'opération Canopia, qui va relier la gare et la Garonne. Donc un gros projet de quartier, 60 000 m², qui vont être expliqués, présentés, et une invitation à participer à la manière dont les berges vont être transformées en un parc urbain, et donc de quels usages les Bordelais ont envie pour ce parc. Et rive droite, c'est le projet qui est côté Floiraquais, finalement Bordeaux-Floirac de l'OIN, qui va démarrer. L'idée, c'est de vous présenter, et donc présenter à l'ensemble des acteurs intéressés le plan guide, donc les grands partis pris d'aménagement de ce secteur, et notamment l'explication qui tient aussi compte de la création d'un parc urbain presque métropolitain, donc 14 hectares de nature en plein cœur de Bordeaux rive droite et Floirac, et avec un enjeu de lutte contre les inondations, et c'est aussi ça qu'on avait envie de partager avec le public à ce stade. Un grand merci Valérie, un grand merci Thierry et Bruno, un grand merci à vous aussi. J'espère que vous auriez eu pas mal d'enseignements de cette discussion. Elle aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'est juste le début, et il faut s'ouvrir à ces sujets-là qui sont essentiels. Et comme cela a été dit aujourd'hui, la question de confiance et la question de long terme sont, je pense, essentielles, et comme ça a été insisté aujourd'hui. Un grand merci à tous, une excellente conférence, et à très bientôt.